La deuxième intervention est de Marie-Emmanuelle Macari et de Olivier Demorle. On parle beaucoup de microbiote pour les humains, qui apparaît maintenant comme un élément essentiel de notre vie. Eh bien, le sol, longtemps oublié, a aussi besoin d'éléments organiques et carbonés pour que les échanges radicalaires à son niveau puissent favoriser la croissance. C'est donc de cela dont vont nous parler Marie-Emmanuelle Macari, qui est docteur en physiologie végétale et qui travaille maintenant Fraissinet, et monsieur Olivier Demorle, qui est directeur de la recherche et du développement de cette société Fraissinet. C'est ça. Bon, eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc merci à la Fondation Maison de la Chimie et à toutes les personnes impliquées dans l'organisation pour cette journée. Et aussi, merci de nous avoir invités. Juste succinctement, mais pour vous présenter, donc Fraissinet, c'est une entreprise familiale qui est située dans le sud du Tarn, enfin dans le Tarn, spécialisée dans la fertilisation organique. Donc l'apport de la fertilisation organique et les biostimulants. Donc c'est une entreprise qui a été créée en 1870, donc c'est une culture qui a toujours été basée sur le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire et la valorisation à but agronomique, et ça c'est très important, de coproduits de l'industrie agroalimentaire ou de l'agriculture. Donc je vais vous présenter rapidement aussi, dans la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, vous verrez que l'approche, pour nous en tout cas chez Fraissinet, est centrée sur la compréhension des mécanismes, et l'accompagnement en fait des mécanismes naturels donc de la plante et de la physiologie et des fonctionnements du sol pour arriver au final à trouver des solutions qui soient vraiment efficientes. Donc c'est cette approche-là qui fait qu'aujourd'hui on est leader français dans cette notion de nutrition et de stimulation du sol et des plantes. Voilà un petit peu donc succinctement. Et ce qu'on va essayer de faire du coup à deux voix aujourd'hui avec Marie-Emmanuelle, c'est de nous faire plonger un peu dans notre quotidien en fait, donc qui est encore trop à mon sens méconnu, et on l'a même vu ce matin, on se faisait la remarque avec Manu, c'est-à-dire que dans tous les éléments qui ont été cités en fait de différents leviers complémentaires, la partie biostimulation des plantes et du coup physiologie ou même biostimulation du sol n'était pas mentionnée. On parle de digital, on parle de biocontrôle, mais on ne parlait pas de biostimulation. Et donc du coup, encore une fois, ça nous permet de vous évoquer ces éléments-là. Donc, vous allez vous dire, pour des gens qui fabriquent des fertilisants naturels, fertilisants organiques ou des biostimulants, la chimie c'est quoi? Donc effectivement, nous on ne va pas vous parler de synthèse de chimie, on ne va pas vous parler de ces éléments-là. Par contre, la chimie est pour nous dans notre quotidien comme moyen d'étude, moyen de compréhension, et c'est ce qui a aussi très bien dit ce matin, la chimie c'est le vivant. Donc de toute façon, à partir du moment où la chimie c'est le vivant, il faut qu'on comprenne les mécanismes chimiques pour pouvoir du coup influencer et aller chercher un peu plus les éléments. Donc voilà, donc c'est vraiment dans cette idée-là qu'on est, dans la réaction presque à l'échelle moléculaire, donc la base du vivant. Et après, ce qui est important dans le vivant, c'est la chimie de l'individu, de la plante, mais aussi la chimie des interactions. C'est ce qui a été aussi rapidement évoqué ce matin sur les notions de phéromones et autres, mais au niveau des insectes qui piquaient certaines plantes aussi, ça a été dit, et qui entraînaient des réactions de défense. Nous, on va être en plein là-dedans. Donc voilà, donc ce qui est aussi très important, nous on va avoir, et je tiens à le dire vraiment en introduction, on va avoir une entrée effectivement très biostimulation, mais notre approche n'oppose rien. Et une des grandes clés de notre avancée, c'est de dire que chaque solution dans l'agronomie doit être complémentaire, ne doit pas s'opposer. On doit aujourd'hui trouver des leviers, effectivement, on est dans des contextes sociétaux qui nous font obliger d'aller en avant. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je souhaitais vous dire rapidement dans cette introduction. Donc j'espère qu'on va arriver à vous faire percer cette fameuse iceberg qu'on a souhaité représenter ici, c'est-à-dire que vous avez la plante, ce que vous voyez vous au quotidien, mais en fait il y a énormément de choses qui se passent en dessous, dans le sol, au niveau des racines, et donc on va essayer de pénétrer un petit peu ce monde-là, où il y a en fait au final le plus gros des volumes qui se fait et des échanges qui se font.
Une grande partie des éléments qu'on va vous citer aussi aujourd'hui, comme ça a été dit un petit peu ce matin, je vais faire des parallèles, tirent leur fondement et des bribes de connaissances, enfin les bases des connaissances sont à peu près des années 70-80. Mais il a fallu du temps, et je dirais que le contexte effectivement sociétal qui a été beaucoup évoqué nous pousse tous à dire que ces éléments de base qui étaient des mécanismes de compréhension mais qu'on mettait un peu de côté jusque-là devaient revenir sur le devant de la scène. Donc voilà, donc c'est quelque part le fameux adage qu'on ne peut pas arrêter une idée dont le moment est venu. Donc nous on pense que le moment est venu et qu'on va être du coup complémentaires par rapport à tout ça. Et la preuve en est, c'est le nombre de publications qui augmente considérablement. Donc voilà un petit peu ce qu'on va essayer de faire dans la présentation. Donc moi, je vais essayer de vous définir un petit peu le pourquoi de la biostimulation et en quoi c'était un des leviers qui a été oublié ce matin. Qu'est-ce que c'est qu'un biostimulant? Et après, moi, je rentrerai un petit peu dans le sol et je laisserai la place à Manu pour parler de toute la partie plante. Donc, voilà, donc là, un graphique tiré d'une conférence où le professeur Dujardin a présenté cet aspect-là. Et donc c'est pour vous montrer en fait que déjà, nous, dans quoi on s'inscrit, ça vous l'avez compris ce matin, on est dans l'agriculture. Donc l'agriculture, c'est de la production, c'est de la productivité. Il faut qu'on sorte des rendements. Un, parce que c'est un chiffre d'affaires pour un agriculteur. Et deux, parce que c'est de l'alimentation. Donc ça, je dirais, c'est l'objectif de tout le monde. On sait que tout ce qui est potentiel génétique des plantes, quand on fait des études en laboratoire, on atteint un niveau de rendement qui n'est jamais atteint en fait au niveau des champs. Donc pourquoi il n'est jamais atteint? En fait, si je mets une semence avec un très haut potentiel génétique, avec un très haut potentiel de rendement dans le champ, si je ne lui apporte pas de nutrition, j'ai beau avoir apporté une très bonne génétique, s'il n'y a pas de nutrition, je n'aurai pas de rendement. Donc grâce à la nutrition, je vais déjà pouvoir accéder à un certain niveau de rendement. Après, je vais arriver avec des schémas de protection. Donc la protection, je vais effectivement essayer de gommer, donc on a parlé d'adventices, on a parlé de pathogènes, et donc là, à ce niveau-là, je vais pouvoir avoir un rendement, au final, qui est un petit peu plus en cohérence avec le potentiel génétique. On a parlé de solutions depuis ce matin, juste avant, il y a une intervention sur le biocontrôle. Le biocontrôle n'est que, entre guillemets, vous m'excuserez de l'expression du que, substituer en fait une façon de protéger par une autre. Donc je n'améliorerai pas, je ne pourrai pas aller au-delà de ce schéma-là. Et même moi, dans la partie fertilisation organique, apporter, si je ne parle que de nutrition, en nutrition organique, ce n'est que substituer au final de l'azote minéral par de l'azote organique. Donc du coup, je n'améliore pas le système. Et donc le grand parent qui a été un petit peu oublié de tout ça, c'est effectivement la biostimulation, c'est comment j'optimise au final la physiologie de la plante pour aller chercher un petit peu plus. Donc c'est en ça que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un pilier important à tenir compte et qui aujourd'hui est un des leviers qui doit venir en complément. Donc voilà, je ne peux pas faire que des biostimulants, mais je dois faire l'ensemble des éléments. Et après, ce qui avait été mentionné donc par le professeur Dujardin, c'est qu'il existe d'autres technologies qu'on ne connaît pas aujourd'hui et qui vont permettre effectivement de peut-être atteindre ces rendements, ces rendements maximaux qui sont dans le potentiel génétique. On sait aussi que tout ce qui est semencier travaille sur de l'amélioration, donc pour aller chercher de nouvelles propriétés, de toute la sélection génétique, permettra effectivement de monter un petit peu là-dessus. Donc voilà un petit peu, je dirais, l'enjeu de la biostimulation. Et le pourquoi, quelque part, on essaye de présenter tout ça. Donc, pour parler de biostimulation, il faut avant tout parler de stress. Voilà. Donc, les plantes vivent dans un environnement, comme tout être vivant, et l'environnement est agressif. Il n'est pas toujours... voilà. On n'est pas toujours, ce matin, on parlait du paradis perdu et des jardins d'Éden, tout n'est absolument pas comme ça dans le monde du vivant. Et on va définir deux typologies de stress, vraiment donc ce qu'on appelle des stress abiotiques, c'est-à-dire de la sécheresse, de la chaleur, du froid, des problématiques de pH, des inondations. Tout ça, c'est des stress abiotiques. Donc ça veut dire qu'il n'est pas provoqué par un pathogène. Et après, il y a tous les stress biotiques, donc c'est ce qui vient d'être évoqué, c'est-à-dire effectivement les insectes, les bactéries, les champignons, tous ces maladies-là qui viennent en fait s'attaquer aux vivants. Donc ça, c'est très très important en fait de faire cette dichotomie parce que le biostimulant va se positionner sur la partie stress abiotique, là où le biocontrôle
se positionnera sur la partie pathogène. Donc moi, je ne vous parlerai plus directement de la partie pathogène après par la suite. Ce qui est important aussi de signaler à ce moment-là, je dirais, de la présentation, c'est qu'une des caractéristiques des plantes que vous avez tous observées, c'est qu'elle est immobile, elle ne se déplace pas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que la nourriture, entre guillemets, arrive à elle. Il va falloir aussi que dans les moyens de protection et dans les associations qu'elle va pouvoir faire, il va falloir qu'elle aille chercher, qu'elle aille orienter un peu les choses. Donc ça, c'est un des aspects. Et du coup, dans ces réponses qu'elle va pouvoir faire au stress, parce que quand elle est attaquée ou quand il y a une problématique environnementale, la plante met en place des mécanismes physiologiques. Donc quand j'en reviens à la chimie, elle met en place des mécanismes chimiques pour pouvoir, et biochimiques pour pouvoir survivre en fait dans ces conditions-là. Donc voilà un petit peu ce contexte-là. Donc vous avez parlé juste avant d'aspects réglementaires. Donc moi aussi, il est important de revenir sur ce que c'est qu'un biostimulant. Donc c'est un domaine qui, je dirais, s'est cherché pendant une dizaine d'années. On s'appuie sur des aspects de recherche, mais qui n'avaient pas vraiment de définition. Et c'est important qu'effectivement, il y ait une définition pour aujourd'hui pouvoir évaluer les produits et savoir ce qu'on peut en attendre. Il y avait marqué dans la présentation précédente qu'il y avait des échecs parce qu'il y avait beaucoup de promesses d'efficacité de produits sans efficacité. Sur les biostimulants, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'un biostimulant? Un biostimulant, c'est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs. Si j'apporte de l'azote à une plante, elle va grandir. Donc l'azote stimule la plante. Mais l'azote étant un élément nutritif, ça ne peut pas être un biostimulant. Ça doit être autre chose. On est vraiment dans la physiologie végétale et dans les mécanismes, cellulaires. Donc ça, c'est un des aspects importants. Et en fait, ça va permettre aussi, le but, ça va être du coup d'améliorer en fait 4 caractéristiques des végétaux, ou alors au niveau de la rhizosphère. Donc c'est soit des tolérances à des stress donc abiotiques, ce que je viens de vous citer, température, chaleur, froid, salinité, soit des caractéristiques qualitatives, en ayant tel produit, en mettant tel produit, j'arrive à avoir un meilleur taux de sucre, j'arrive à avoir une meilleure fermeté, donc j'arrive à mieux exprimer en fait le potentiel génétique. Soit 2 types d'efficacité, l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, ou, donc ça veut dire que la plante, en fait, elle va prendre l'élément nutritif par elle-même, elle va mieux le métaboliser, en fait, et mieux utiliser l'énergie qu'elle va pouvoir mettre dedans. Soit, la dernière catégorie, c'est la disponibilité des éléments nutritifs. Donc c'est comment j'arrive à avoir un certain potentiel dans mon sol et que je vais mettre à disposition de la plante. Donc autour de cette définition, et du coup à l'échelle un peu plus française, même si au niveau européen ça a été défini comme ça, aujourd'hui on a 4 types de produits qui peuvent rentrer dans ces catégories-là. Ce sont tout ce qui est extrait de plantes ou d'algues, tout ce qui est micro-organismes vivants, des acides humiques ou fulviques, ou alors quelques sels inorganiques, par exemple la silice. Donc voilà, donc ça c'est les matières qu'on va pouvoir utiliser et qui sont définies dans cet aspect de biostimulation. Ce qu'il y a derrière tout ce processus, donc du coup, voilà ce que c'est qu'un biostimulant. Et cette définition amène au final tout un dossier d'homologation. Pareil, il a été évoqué la notion d'homologation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un biostimulant doit être homologué. Donc il doit y avoir une évaluation de l'efficacité, de la toxicité pour être mis sur le marché. C'est un schéma d'autorisation qui est plus léger que toute la partie phytosanitaire, parce qu'on est sur des mécanismes et sur des systèmes qui sont quand même un peu moins risqués, je dirais, mais il y a quand même tout un mécanisme là-dessus. Donc voilà sur le cadre, le pourquoi et qu'est-ce que c'est que des biostimulants. Donc maintenant, je vais vous faire rentrer dans le monde, dans le sous-sol, de ce qui se passe donc sous la surface, et on va rentrer vraiment dans le sujet de l'agronomie. Et donc voilà, sur ce graphique, cette figure qui certes peut vous paraître un peu complexe de prime abord, on résume en fait comment se nourrit une plante, de quoi se nourrit une plante et au final comment elle va pouvoir, en prenant certains éléments, faire toute sa croissance, tout son développement et générer l'ensemble du rendement et de la production. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le sol, c'est un milieu complexe. Quand on parle de complexe, c'est-à-dire qu'il y a un assemblage d'énormément de choses. C'est un milieu complexe qui associe des matières minérales, des argiles, des sables et des limons, et de la matière organique. Et là, ce qu'il faut aussi bien voir, c'est qu'une plante se nourrit par les racines.
Voilà, c'est vraiment le schéma de nutrition de la plante. Et la nutrition par les racines se fait uniquement sur des éléments minéraux. C'est-à-dire que la plante prend dans le sol des nitrates, des phosphates, elle va prendre du potassium et tous les autres oligo-éléments, mais elle les prend sous forme minérale. Donc, dans un système agricole où au final on exporte des fabrications, il faut à un moment donné rapporter les éléments nutritifs qu'on a pris au niveau du sol. Et donc ces éléments nutritifs, ils viennent soit d'une nutrition minérale, donc ce qui a été évoqué ce matin, j'apporte des nitrates et puis ma plante prend les nitrates, soit elle va venir d'une fertilisation organique ou des résidus de culture. Et c'est là où on commence à rentrer un petit peu dans ce monde-là, qui est à dire de dire qu'en fait, la matière organique d'un sol va être le frigo, la source de nutrition, et on peut-être jouer en ayant une approche un peu plus globale sur le côté fourniture de minéralité, d'éléments minéraux. Et donc, encore une fois, ce qui est important, c'est que la plante, je réitère, n'est pas mobile. Donc, il va falloir que les éléments nutritifs viennent à elle. Et il va falloir aussi que la matière organique soit décomposée. Donc, c'est là où on rentre dans un schéma du vivant, dans les échanges et dans les écosystèmes. Il faut que les micro-organismes du sol minéralisent la matière organique pour donner les éléments nutritifs à la plante qui, après, vont aller jusqu'à la plante. Donc, du coup, quand on va parler de biostimulation, et donc moi, encore une fois, je ne vais pas vous parler vraiment à l'échelle du sol et sur une thématique vraiment ciblée qui est la disponibilité des éléments nutritifs qui sont confinés dans le sol ou dans la rhizosphère, on va chercher à quoi? À activer les flores du sol, à se dire comment je peux dynamiser la vie rhizosphérique. Donc la rhizosphère, pour bien définir les choses, c'est l'espace qu'il y a autour des racines. Donc il y a la racine, le sol, et entre les deux, il y a une interface, et c'est là-dedans que se passe tout le schéma nutritionnel, c'est là que la plante va se nourrir. Ce matin, il y a des gens qui ont fait une analogie, je ne sais plus, je crois que c'était aussi Nicolas Broutin qui disait que c'est la digestion, c'est comme il y a un parallèle entre la nutrition humaine et la nutrition des plantes. Il faut imaginer la racine, donc de façon très vulgarisée, comme un tube digestif, mais externalisé, retourné. Donc là, la rhizosphère, c'est vraiment les micro-organismes de vos types digestifs, mais vus autour de la racine, de façon très triviale. Donc l'idée, c'est comment je vais pouvoir améliorer la disponibilité des éléments nutritifs. Donc je vous ai dit, soit en améliorant la flore tellurique du sol, soit en créant une mise à disposition des éléments nutritifs un peu plus rapide. Donc si on revient à ce schéma, on va se placer dans la partie de droite, c'est-à-dire que comment on va apporter des matières organiques qui vont dynamiser les micro-organismes. Et ce qui est important, c'est que ces micro-organismes vont produire des enzymes qui vont être extracellulaires, qui vont permettre soit de mettre à disposition les éléments du sol, mais après, certains éléments que Manu vous montreront, les micro-organismes vont aussi impacter la croissance de la plante, vont stimuler la croissance de la plante. Donc toujours pour insister sur ce mécanisme et sur l'agronomie qui, encore une fois, fait notre quotidien, un sol, c'est un processus, en fait, la construction d'un sol, je vous en ai parlé rapidement, c'est un processus qui est physico-chimique, ça s'appelle la pédogénèse, ça prend des centaines d'années, et donc c'est vraiment ce processus de désagrégation de roches-mères et de mélange avec de la matière organique. Et donc, dans ce processus-là, on rajoute des matières organiques qui sont issues d'un système extérieur et qui vont avoir soit un effet sur la physico-chimique du sol, donc de structuration, de la porosité, soit une alimentation au niveau des processus biologiques. Et donc c'est pour ça qu'on parle de minéralisation primaire ou de minéralisation secondaire. Donc soit ce que je vais apporter comme matière organique va nourrir via les micro-organismes la plante, soit va s'intégrer dans un cycle un peu plus long du sol et de toute la partie humus et complexe argilo-humique. Donc le sol, aujourd'hui, il faut vraiment le voir, donc on est encore vraiment sous cette surface, il faut le voir comme quelque chose d'important. Un, parce qu'il a des fonctions de régulation, il régule le cycle de l'eau, les cycles des nutriments, tout ce qui est pouvoir tampon, c'est aussi un puits de carbone. Donc petit aparté sur la notion de carbone, c'est vrai que
on a parlé beaucoup de chimie aujourd'hui depuis ce matin, et moi je voulais vraiment poser le débat, enfin poser cet élément de réflexion plutôt que le débat. C'est quand on parle des plantes et quand on parle d'agriculture, on parle de la chimie du carbone. On est vraiment dans la chimie du carbone, et c'est ce qu'il faut qu'on arrive à gérer, c'est ce qu'il faut qu'on arrive à vraiment dynamiser. Et effectivement, le sol peut être un puits de carbone, mais pas pour faire plaisir et pour compenser, stocker du carbone pour compenser. L'agriculture n'est pas une poubelle ou un compensateur, mais parce que mettre du carbone dans les sols, ça permet de sécuriser l'alimentation. Donc c'est vraiment tout l'enjeu qu'il y a. Et donc du coup, le sol a ces fonctions-là. Il a des fonctions aussi de production, et c'est aussi un habitat, du coup, pour tout ce qui est micro-organismes. Le sol, il a aussi une structure. Et ça, donc c'est encore une fois les paramètres physico-chimiques qui sont majeurs à tenir compte quand on veut vouloir stimuler le sol et vouloir en fait tirer encore plus la quintessence de la partie sol. Donc, on s'aperçoit que la structuration fait qu'on a des agrégats qui sont plus ou moins petits. On sait qu'un sol, c'est entre 1 et 5% de matière organique, dont 1 à 5% d'organismes vivants. Et on se rend compte que plus on rentre dans des domaines de physique fine des sols, plus on va arriver à des micro-agrégats et avec des micro-organismes qui sont de taille petite. Donc l'ensemble des organismes sont importants. Et juste à titre comme ça de quelques chiffres, il faut savoir que sur 1 hectare et sur à peu près donc 20 cm, on va avoir entre 1500 et 5000 kg de bactéries, 3500 à 5000 kg de champignons. 1 mètre carré de sol, toujours sur 20 cm, c'est 10 000 km d'if. Donc voilà, donc ça c'est important, et ce qu'on va évoquer aussi tout de suite, assez rapidement, c'est toute la notion de diversité. Donc voilà, donc du coup, quand on parle de vie du sol et de stimulation du sol, on doit considérer effectivement énormément de paramètres. C'est pas le tout de dire je vais mettre du carbone et puis ça va stimuler, ou je vais mettre des micro-organismes et ils vont se mettre dans le milieu et tout va bien fonctionner. Il faut maîtriser certains aspects, et la maîtrise de ces aspects-là, c'est les conditions de température, de pH, de matière organique. Est-ce que le sol il est bien aéré, pas aéré? Est-ce que j'ai mis des intrants qui étaient trop biocides? On sait que dans certains sols, des accumulations de cuivre font qu'aujourd'hui, les sols ne sont plus vivants. Donc oui, le cuivre, substance de biocontrôle, mais au final, substance de blocage aussi de certains sols, sur certains excès. Donc attention à ces éléments-là. Donc dans les notions importantes, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est les notions notamment de pH qu'il faut avoir. Donc autant on peut maîtriser certains aspects, c'est ceux du dessus, ce que vous avez sur cette diapo, la partie aérobie et anaérobie on sait faire, les intrants on arrive à gérer. Par contre tous les autres, là il va falloir travailler avec. Donc je vous montre, pour essayer d'illustrer les propos par des expérimentations. Donc ça, c'est une expérimentation qui a été conduite par Claude Alabouvette, donc à l'INRA de l'INRA de Dijon, et qui nous a partagé lors d'un webinaire qu'on a organisé l'hiver dernier sur justement tous ces aspects de vie du sol et de microbiologie du sol. Et donc vous voyez, donc vous avez un sol, donc qui est un argilo-calcaire, un pH 8 et qui a une certaine texture et qui a une population donc D de micro-organismes. Il a prélevé la population, stérilisé les sols et réinjecté les populations soit dans le même sol qu'il avait stérilisé, soit dans un sol complètement différent, qui est le deuxième sol, donc qui est un sol en fait sableux à pH 5. Et il fait la même chose dans le sol sableux, c'est-à-dire qu'il isole la population, il stérilise et hop, il remixe tout ça. Et donc ce que vous voyez à droite, c'est que globalement, les populations ne se sont pas réintroduites de la même façon, c'est-à-dire qu'on ne retrouve pas le même niveau. Donc ça veut dire vraiment que le contexte, donc le pH et la texture, sont très importants dans la gestion des micro-organismes du sol. Donc, et notamment au niveau de tout ce qui est fongique, donc le graphique du bas, on se rend compte qu'on ne retrouve jamais la population initiale, on est toujours en dessous. Donc ça veut dire que quand on apporte des micro-organismes, s'ils ne sont pas adaptés au sol, la chimie du sol, quelque part, ne leur permet pas de s'implanter. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir jouer. Et vous avez plein d'autres travaux, donc là je vais vous illustrer par celui-là, mais vous avez plein d'autres travaux, notamment de réseaux de mesure de la qualité des sols en France, qui redémontrent la même chose. Autre essai ça que nous avons conduit en interne, du coup on prend un sol, donc un pH plutôt basique 7,9, taux de matière organique de 2,4%.
on a une flore qui est au départ qui est présente et on vient avec 2 typologies de matières actives pour voir qu'est-ce qui se passe. On met une matière qui est classique et quelque chose qu'on a travaillé exprès pour dynamiser. Et en fait, on se rend compte que les populations ne bougent pas du tout de la même façon. Donc on est capable d'alimenter, donc de stimuler la vie des sols par des matières organiques ciblées. Et donc là, c'est tout l'intérêt et tout le jeu de la stimulation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on va vouloir pour l'agriculture demain, en fonction de ce qu'on va vouloir faire, on va pouvoir aller chercher la matière organique qui va activer soit plutôt la biomasse microbienne, soit plutôt les biomasses fongiques. Donc moi, dans cette partie-là, j'espère vous avoir montré quels étaient les enjeux, qu'est-ce qu'était qu'un biostimulant, comment ça fonctionnait un petit peu au niveau du sol et effectivement quelle était la place de la chimie. Ce qu'il faut avoir énormément en tête, c'est qu'une plante, elle injecte dans le sol de la matière active. C'est entre 17 à 40% des matières carbonées qu'elle prélève dans l'atmosphère, parce qu'elle fixe le CO2 de l'atmosphère, qui vont être rhizodéposées, donc ils vont être remis au niveau de la rhizosphère. Et ça, c'est un milieu de culture, en fait, pour les flores du sol. Et donc la plante, en fait, elle va orienter toute la macrofaune et toute la flore du sol. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Manu qui va vous rentrer un peu plus dans la plante. Donc bonjour, je vais prendre la suite. Alors là, on va... Le sol, donc l'habitat sol vous a été présenté déjà avec les paramètres à prendre en compte. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en agriculture, effectivement, la plante, elle photosynthétise, elle fait des sucres. Ces sucres ne servent pas qu'à elle, puisqu'effectivement, comme vient de le dire Olivier, il y en a un tiers qui est dédié en fait vers le sol. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi la plante envoie 30% d'une énergie qu'elle a été prendre au soleil pour le déposer au niveau du sol? Et en agriculture, c'est très important au final d'avoir des sols vivants, et c'est une des raisons. Donc sur cet iceberg, en fait, on voit très clairement que la plante dans son habitat, si on regarde bien, il faut imaginer que les parties racinaires, parfois, même assez souvent, sont plus conséquentes que ce qu'on voit au-dessus. Et quand on mange, nous, on voit que le dessus. Ce qui pose un problème aujourd'hui au niveau des sols, c'est que très longtemps, on a oublié qu'en fait, une plante vivait avec les pieds dans le sol. On a fait des substrats qui, aujourd'hui, font des choses très standardisées. Et on se dit, on n'a plus de goût, on n'a plus rien, mais ça vient justement par ce manque d'environnement. Et elle n'était pas faite pour ça initialement, donc la génétique a aussi fait des modifications, mais pas que, l'environnement. Donc quand elle est dans ce sol, la plante, tout simplement, elle est soumise à différents stress. Alors il ne faut pas penser qu'elle est là et que tout va bien. Effectivement, c'est plutôt un environnement hostile. Parce qu'une graine, elle n'a pas choisi son environnement, on la met à un endroit et elle doit s'y développer. Donc elle a une puissance d'adaptation et d'évolution qui dépasse largement les organismes, je suis désolée de vous l'apprendre, donc vous-même, qui sont capables d'être mobiles. Donc elle a une chimie intérieure qui est vraiment exceptionnelle, et d'ailleurs, je pense que la pharmacopée et tous nos médicaments qui en découlent montrent bien la puissance métabolique d'une plante. Et elle est capable, donc vis-à-vis de cette chimie interne, de s'y adapter. Donc déjà de dire bonjour à tout le monde quand elle arrive dans son environnement. C'est la raison pour laquelle elle a des racines qui sont très fonctionnelles. Je vais vous le démontrer. Et il y a 3 principaux stress connus. Il y a le stress nutritionnel. La priorité, c'est d'aller s'y nourrir, puisqu'elle ne peut pas se nourrir que du carbone de l'atmosphère. Il faut qu'elle aille chercher tous les autres éléments via ses pieds, donc ses racines. Elle rencontre des gentils micro-organismes et macro-organismes dans l'environnement. Alors aujourd'hui, on a tendance à dire que les micro-organismes, c'est très bénéfique. Enfin, des micro-organismes dont les virus font partie, je pense qu'après le Covid-19, on sait que tous les micro-organismes ne sont pas bénéfiques. Ça, je tiens à le dire. Donc, ce n'est pas la panacée pour elle de vivre dans un environnement comme ça. Et elle est aussi soumise au stress abiotique. On parle de réchauffement climatique ce matin, stress hydrique et tout ça. Et c'est aussi pour elle un vrai défi de s'adapter continuellement à un environnement, puisqu'elle peut prendre 15 jours de sécheresse suivis de 15 jours d'inondation. Et souvent, elle y survit. Nous, on s'en va. Donc, comment elle fait ça ? Comment la plante est capable de faire ça? Donc c'est ce que je vous disais, elle a une batterie chimique exceptionnelle. Alors comme tout organisme, elle a des métabolismes primaires et des métabolismes secondaires. Il faut savoir qu'à la différence des organismes hétérotrophes comme nous sommes, donc pas du tout, on est dépendant de beaucoup de choses, elle est
les végétaux sont les seuls capables de prendre le carbone qui est dans l'atmosphère et avec l'énergie solaire de le transformer en sucre, qui est vraiment le premier pas vers l'autotrophie, donc l'indépendance énergétique notamment. Et donc dans ces métabolites primaires, ils sont classiques, ce sont des sucres, les glucides, les lipides, les acides aminés, exactement comme nous, sauf que nous, on se les procure par l'alimentation. Et elles, tous ces sucres, elles se les procurent par l'atmosphère. Donc de ces métabolites primaires, c'est ça qu'il faut comprendre, donc ils s'appellent primaires tout simplement parce que c'est la brique de base qui permet par la suite de synthétiser d'autres molécules beaucoup plus complexes que sont les hormones végétales. Donc c'est un pendant, on appelle ça des phytohormones, aux hormones que nous avons. Donc c'est vraiment des molécules, il faut imaginer comme nous, de croissance, de développement, donc de régulation à tout moment de sa vie et de son cycle, donc pour la reproduction, pour faire des racines, tout est canalisé par les hormones végétales. Et elle a aussi, donc c'est là où on puise d'ailleurs quasiment tous nos médicaments, c'est les métabolismes secondaires. Alors, que sont les métabolismes secondaires? Ce sont des composés azotés, donc les alcaloïdes, je pense que vous en avez déjà entendu parler, des composés phénoliques, alors c'est très large, ce sont des grandes familles, il faut imaginer le nombre de déclinaisons possibles de familles chimiques, et les terpènes, donc c'est les trois grandes classes qu'il y a dans les métabolites secondaires. Et ces métabolites secondaires sont vraiment les médiateurs chimiques pour l'interaction de la plante avec son environnement et aussi pour se défendre. Alors, souvent, quand on fait de la physiologie végétale, on voit ça, donc dans tous les cours qu'on nous apprend de biochimie, c'est toujours sur la partie aérienne. Ce qui est intéressant, c'est quand même, depuis un certain temps maintenant, on s'intéresse à la partie souterraine, bien que très compliquée. Et en fait, si on rajoute justement le côté phytohormones, on s'aperçoit qu'on peut les classer. Et dans les phytohormones, donc, il y a auxine, cytokinine, acide gibérellique et éthylène qui sont les grandes classes de phytohormones qui permettent la croissance et le développement, donc tout ce qu'on appelle les stades phénologiques pour les plantes. Vous avez après les hormones un peu dites de stress qui vont donner des signaux à la plante. C'est l'acide abscisique, l'acide jasmonique et l'acide salicylique, donc je ne rentrerai pas dans le détail parce que ça c'est plutôt la stimulation des défenses des plantes. Et vous avez des classes d'hormones assez récentes, faut imaginer qu'elles ont été identifiées dans les années 70, donc 1970, par rapport aux autres où c'était bien plus précoce. Et il s'agit de strigolactone et de brassinostéroïdes, effectivement, donc c'est des classes d'hormones qui sont, en tout cas pour les strigolactones, purement synthétisées et émises par les racines. Donc on a mis beaucoup de temps à les découvrir. Donc, alors je ne vais pas vous faire un cours complet sur les racines, parce que ce n'est pas hyper passionnant, mais là l'idée c'était vraiment de vous montrer qu'en fait il y a une organisation fonctionnelle ultra précise chez les plantes. Pourquoi? Parce que la racine, c'est l'ancrage, pour qu'elle tienne debout et qu'elle résiste à pas mal de choses dans son environnement. Et 2, effectivement, c'est par les racines qu'elle est capable d'acquérir son autonomie nutritionnelle. Elle va épuiser tous les éléments dans la solution du sol. Mais à quel prix? Et donc, elle a la capacité, en fonction du, je dirais, fragment qu'on étudie de la racine, donc ça c'est des travaux, je dirais, récents par rapport à tout ce qui est aérien, mais on sait par exemple que tout ce qui va être la coiffe en bas a une fonction précise. Vous avez une zone intermédiaire qui, elle, c'est la zone transitoire, qui a une autre fonction. Et vous avez les poils absorbants, dont on parle souvent pour la nutrition, qui ont également une autre fonction. Donc on va essayer de les voir ensemble. Par rapport à la coiffe, notamment, donc c'est vraiment, imaginez, c'est le morceau, l'extrémité pure de la racine, mais des racines, et celle qui pénètre le sol. Donc elle a une force impressionnante et c'est pour ça qu'elle a une coiffe avec du mucilage. Cette coiffe est là pour justement prendre tout ce qui est problématique physique également. Donc ce sont des cellules exfoliées, c'est fait exprès, il n'y a pas de souci, elle les perd. Et il y a aussi du mucilage, des petits sucres. Pour faire ça, à ce niveau-là de la racine, ce sont des métabolismes primaires et par simple diffusion. Donc, ces métabolismes primaires par simple diffusion, imaginez, vous mettez des petits sucres dans l'environnement, des petites protéines ou peptides, des petits acides nucléiques. Donc, c'est ce qu'on va appeler le phénomène de rhizosphère priming. Ça va faire démarrer la vie tellurique, donc les micro-organismes qui y sont, qui, eux, n'ont pas accès au carbone, sauf ceux qu'on lui apporte. Et là, la plante va donner du carbone, des acides aminés, des choses toutes prêtes pour ces organismes du sol.
Si vraiment elle arrive dans un système un peu plus compliqué, elle a cette capacité d'exsuder dans les photosynthétas, mais de façon active. Donc là, c'est un coût métabolique pour elle et énergétique. C'est vraiment en cas de besoin nutritionnel. Elle peut déposer encore plus de photosynthétas, donc de carbone, via ses métabolites primaires. Et ça, c'est vraiment la zone de transition qui fait ça. Et ça a un coût métabolique. Et souvent, on voit que la racine, d'ailleurs, s'arrête de grandir à ce moment-là. Parce qu'elle détourne son métabolisme pour aller sécréter ça. Et tout ça, ces deux zones-là, en fait, quand on y réfléchit, et bien pourquoi elle fait ça? C'est tout simplement que cette extrémité, l'idée c'est de dire, parce qu'elle n'était pas prévue souvent au départ, et quand elle pousse, elle vient dans des zones non explorées. Donc c'est un moyen de se faire connaître, et c'est un moyen de donner du carbone, et en retour d'avoir d'autres nutriments par les organismes qui s'approchent de la racine, et effectivement d'avoir de l'azote, du phosphore, qu'elle est obligée d'aller prélever. Donc, on s'aperçoit que très vite, ces exsudats racinaires, donc ces rhizodépôts, c'est la première brique du cycle des nutriments. Donc, d'où l'importance également pour la plante de donner ces nutriments. Et alors, là où ça devient un peu plus compliqué, c'est qu'il faut qu'elle fasse la part des choses entre les gentils et les méchants. Et elle a donc cette capacité aux métabolites secondaires, notamment les composés phénoïques, composés azotés et terpènes. Et ça, c'est pour engager un dialogue moléculaire. Alors ça, on connaît effectivement les médiateurs chimiques de plus en plus au niveau aérien. Et au niveau souterrain, ça commence à être très bien décrit. Et donc ces métabolites secondaires ont un vrai rôle. Je vais vous montrer quelques exemples, mais par contre là, ça a tout un vrai coût métabolique. Elle détourne son métabolisme primaire pour faire des métabolites secondaires. Et en plus, elle a un transport actif de ces molécules dans son environnement. Donc, il ne faut pas imaginer qu'elle donne ça gentiment, elle a un vrai intérêt, c'est de pousser et de croître. C'est vraiment de la physiologie végétale. Donc dans les interactions rhizosphériques, il y a un retour. Elle donne et en retour, elle attend quelque chose. Au niveau nutrition, mais tout ça se fait par des dialogues moléculaires. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a une vraie interaction d'échange entre la racine et chaque micro-organisme qui est capable d'interagir via des molécules bien spécialisées. Donc, je vais vous donner deux exemples avec les symbioses. J'imagine que c'est assez courant. Alors, je tiens à dire que j'ai mis la brique stress nutritionnel parce qu'elle ne fait pas ça de gaieté de cœur, elle le fait que si elle a besoin. Si tout le monde a ce qu'il faut, on ne partage rien. C'est un peu comme vous avec votre voisin. Hein. C'est-à-dire que tant que tous les frigos sont pleins, on ne va pas chez le voisin. À partir du moment où les frigos se vident, on peut commencer à mutualiser les choses. Donc, c'est exactement la même chose. C'est quand vraiment on appelle la dépression nutritionnelle qui est autour des racines parce qu'elle a fait un gros prélèvement. Là, il faut aller puiser plus loin. Et dans ce cas-là, elle va effectivement, au niveau de la racine des pôles absorbants, être capable d'envoyer un signal dans l'environnement. Donc, dans le cas des rhizobiomes légumineuses, donc on parle des nodosités sur les légumineuses, tout le monde en parle. Et de plus en plus, on dit que ce sont des biostimulants pour l'agriculture. Ce sont des flavonoïdes, en fait, qu'elle envoie. Et ces flavonoïdes ne sont pas reconnus, en fait, c'est même plus que ça. C'est-à-dire que s'il y a des rhizobiomes dans l'environnement rhizosphérique, ça active certains de leurs gènes, notamment un, qui va produire ce qu'on appelle des lipokéto-oligosaccharides. C'est une famille chimique. Et ces lipokéto-oligosaccharides vont être reconnus par le pôle absorbant et faire un organite commun, mutualiste, où la bactérie va apporter l'azote, via la captation de l'azote, parce qu'ils savent faire, ce sont des diazotrophes, et la plante va lui échanger contre du carbone. Donc c'est un échange nutritionnel entre la plante et la bactérie. Donc un second exemple que beaucoup de gens connaissent, et je pense que beaucoup de gens en parlent aujourd'hui, ce sont les mycorhizes. Mycorhizes dont le genre le plus représentatif aujourd'hui en agriculture, ce sont des inoculants microbiens, et le genre Glomus. Donc exactement comme pour les bactéries, il y a un signal dans l'environnement, donc c'est l'estrigolactone, dont je vous parlais, là, la phytohormone bien spécifique, qui est synthétisée, exsudée. Le champignon le reconnaît, et là, il y a tout un dialogue moléculaire qui se passe entre la racine et le champignon, pour savoir, parce qu'il y a des ectomycorhizes, endomycorhizes, je ne rentre pas dans les détails. Mais par contre, la chose est sûre, c'est que la plante a besoin d'avoir cette signature chimique encore de lipokéto-oligosaccharides pour permettre l'association mycorhizienne. Donc,
Tous ces métabolites ne sont pas là par hasard, il y a un vrai dialogue et tout se fait de façon chimique. Donc la chimie, on en a besoin, même pour discuter entre nous. Par contre, le gros avantage des mycorhizes, quand la plante l'autorise, je le réitère, c'est que ça va beaucoup plus loin. Ce sont des kilomètres de mycélium. Et donc là, on va vraiment être capable d'aller chercher beaucoup plus d'éléments, en tout cas beaucoup plus loin de la racine, et notamment le phosphore, l'azote, mais également l'eau. Donc quand on parle en stress hydrique, c'est vrai que des plantes mycorhizées sont moins soumises à un stress hydrique que des plantes non mycorhizées. Mais de la même façon que pour la nutrition, la plante l'autorise que si elle en a besoin. Donc ça, c'est qu'une petite et infime partie. Voilà, les symbioses étaient un exemple. Là, sur ce schéma, ce que je voulais vous montrer très clairement, c'est qu'en fait, il y a un vrai système d'échange de molécules. Il faut imaginer ce réseau de molécules. C'est un réseau de molécules. Dedans, vous avez des composés organiques volatiles. Donc, il faut imaginer simplement, alors pour faire un parallèle, mais qui va être un peu faux, mais quand on vulgarise, c'est des phéromones ou des kéromones. Nous avons la même chose au niveau souterrain. Donc les organismes, au niveau du sol, se parlent aussi avec des composés organiques volatiles. Donc ça commence à être très bien décrit. Ils se parlent également avec les miRNA, donc les ARN messagers, avec des acides nucléiques, donc, et tout ça pour un partage de nutriments. C'est vraiment, faut imaginer que tout le monde discute ensemble et s'entend pour se nourrir. C'est un habitat, c'est une niche écologique, le sol. Donc le propos d'aujourd'hui, c'était de vous montrer biostimuler le sol. Aujourd'hui, en agriculture, il y a déjà des biostimulants commercialisés. Donc là, l'idée, c'était de vous faire rapidement ce qui existe. Je ne reprends pas les grandes catégories. Grosso modo, au niveau du sol, dans les biostimulants, on va viser tout ce qui est éléments nutritifs et tolérance au stress abiotique, puisque les biostimulants ne peuvent pas toucher au stress biotique. Ça, c'est le biocontrôle. Donc, pour rappel, je viens de vous montrer l'intérêt des symbioses. Donc, c'est une vraie stratégie de stimulation. Aujourd'hui, beaucoup d'inoculants microbiens à base d'organismes symbiotiques sont commercialisés en agriculture. Comme l'a dit Olivier, tout ça, il ne faut pas imaginer que ça se fait tout seul. Il faut que la plante en ait le besoin. Et surtout, il y a un habitat. Donc, ce n'est pas parce qu'on met un inoculant microbien dans un sol qu'on est certain qu'il va, s'y implanter, 2, y survivre, et 3, commencer à être d'accord de partager tout avec la plante. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va dire des biostimulants à action directe. On applique des micro-organismes en espérant avoir un effet bénéfique. Mais il y a quand même, aujourd'hui, pour moi, la stimulation va plus loin, c'est-à-dire que c'est vraiment des interrupteurs moléculaires qu'on va aller chercher, et c'est là l'intérêt de la biostimulation. Et quand je parle biostimulation, c'est plutôt de ces produits. C'est une réflexion plutôt substance active, donc chimique. Comment vous montrer? Ça, tout simplement, je vous l'ai mis. Et en fait, là, vous avez donc au niveau des symbioses, donc ce fameux lipo-keto-oligosaccharide qui lève le système de protection des plantes. Donc, comment faire pour avoir des substances actives? Aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont à la recherche justement de familles chimiques de lipo-keto-oligosaccharides et qui pensent qu'en mettant cette substance active dans l'environnement, au niveau agricole, il y a un meilleur rapport d'efficacité que l'organisme vivant, tout simplement en donnant la signalétique aux organismes qui sont là et capables de faire des symbioses, de s'associer aux plantes. Donc là, ça peut être quand même des voies intéressantes pour l'agriculture de demain. C'est encore en recherche, même si les premiers, en tout cas aux États-Unis, sont déjà commercialisés. Donc, il y a aussi une autre voie, c'est la rhizogenèse. Tout simplement, on sait que la plante se nourrit par ses racines. Assez classiquement, si on veut mieux la nourrir, on augmente son potentiel racine. On sait que c'est géré par un ratio d'hormones, les auxines et les cytokinines. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, c'est vraiment le côté auxinique, c'est l'auxine et l'hormone, la phytohormone, qui déclenche, en tout cas, avec le ratio cytokinine. Mais si elle est contrebalancée, effectivement, et qu'elle est plus forte, c'est elle qui induit la stimulation de croissance racinaire. Donc, de la même façon, comme je vous ai présenté les biostimulants vivants, on peut aussi appliquer de l'auxine. C'est déjà utilisé, c'est des hormones de croissance. Donc ça ne peut pas être des biostimulants, mais aujourd'hui, il y a des extraits de plantes ou d'algues qui sont commercialisés car très fortes en auxine. Et là, vous induisez. Mais
de façon plus précise, il y a aussi la possibilité de jouer sur l'interrupteur moléculaire de la physiologie et qui est de stimuler de façon interne le flux d'auxine. Et là, c'est ce que je vous montre avec donc, la substance active Ozir, qui a plus de 20 ans. Elle a été donc, travaillée à l'Université de Montpellier et Freycinet en est le détenteur. Et en fait, c'est tout simplement des matières lignocellulosiques qui ont été sélectionnées. Donc, ce sont des petites molécules capables de pénétrer dans les racines et d'interagir à l'intérieur. Et elles jouent sur le flux d'auxine. Contrairement, on parle beaucoup des acides humiques et fulviques qui, eux, sont des biostimulants, mais qui vont plutôt cibler le sol. Là, moi, je parle vraiment de la partie plante. Et ce qu'on peut savoir, c'est qu'on active vraiment la croissance racinaire. Pour preuve, vous avez les essais au laboratoire. Donc là, il y a effectivement beaucoup plus de racines. Mais surtout, au champ, c'est vraiment une stratégie. On ne met pas de l'auxine, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être dégradée par les micro-organismes. On dit à la plante de gérer son flux d'auxine au niveau des racines et à un temps T. D'où l'efficacité, donc les photos là parlent d'elles-mêmes. Donc pour conclure, tout ça pour vous dire que la biostimulation des sols, chez Freycinet comme beaucoup maintenant, je pense qu'il y a plein de gens qui commencent à y croire, c'est juste qu'on est sur une science qui est un peu plus compliquée à décrypter puisqu'on est sous terre, et encore aujourd'hui, même dans les projets de recherche, notre problème c'est de pouvoir étudier les racines dans son vrai contexte environnemental avec des vrais sols, puisqu'il faut être soumis pour avoir une vraie efficacité au terrain. L'idée c'est de sortir des produits efficaces au terrain, pas en laboratoire. C'est effectivement d'être capable d'avoir une idée de la texture qui va jouer sur l'efficacité de ces produits, le pH du sol, et aussi un microbiote. Donc il faut des organismes vivants, d'où la complexité d'étudier tout ça dans un seul système. Mais de plus en plus de biostimulants sortent, et c'est ceux qui vont être vraiment sortis, je dirais, de l'identification chimique qui devrait avoir la meilleure efficacité, ce qui paraît assez logique en fait. C'est comme si on vous faisait mâcher du saule pour avoir de l'acide salicylique ou on vous donne un cachet d'aspirine en fait. C'est un peu la même chose. Vous voyez bien qu'il y en a un qui est plus efficace. C'est un peu le parallèle. Et donc tout ça pour dire que voilà, effectivement, ce matin, on a beaucoup parlé de biocontrôle et moi je suis convaincue, ça fait 20 ans que je suis sur les produits biostimulants bientôt, et la fac de Montpellier était précurseur là-dessus. Et c'est vrai que les biostimulants, on commence à en parler, mais malheureusement, souvent, on donne, comme toute chose qui commence, des exemples. Voilà, on va vous parler de beaucoup de choses, des symbioses et autres, mais sans avoir la connaissance scientifique derrière. Et aujourd'hui, c'est ce qui va manquer à ces produits. Et le crédit scientifique qui en est fait derrière aussi au niveau des agriculteurs. C'est-à-dire que déjà, c'est difficile de faire accepter du biocontrôle alors que ce sont des substances éprouvées et qui ont quand même une efficacité vérifiée, même si les biostimulants sont soumis à AMM, ce sont des AMM un petit peu plus légères. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très comparé à des fertilisants. Or, ce sont des leviers ultra puissants, capables de perturber complètement une plante. Donc, imaginez les rendements. On peut très bien arrêter un rendement en disant à la plante de faire autre chose. Donc, c'est quand même des leviers puissants. Et le gros problème aujourd'hui, c'est qu'il faut travailler conjointement avec la génétique, puisque c'est totalement génétique dépendant. Ce qui fait que ça complexifie encore le système. Mais c'est vraiment cette approche holistique, biocontrôle, biostimulant, fertilisant, protection phytosanitaire, qui fera un système agricole, à mon avis, demain, fiable, rentable, productif et sain, en tout cas pour le consommateur, au plus sain pour le consommateur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame Chabot. Bien.